Voici ma RS6 GT3. Et voici mon moteur de RS6. Oh mon Dieu! Le moteur a décidé de se gripper après que j'ai mis le mauvais indice d'octane dedans. Ce qui a provoqué ceci, un trou béant dans le cylindre. Je me trouve donc à 6500 km de chez moi, avec un moteur que nous devons réparer. Et aujourd'hui, la situation pourrait encore empirer. Oh, 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 oh non! J'arrive pas à y croire. Ouais! Ça aurait été tellement bien. Tout est mort, tu l'as détruite. Cool. Problème numéro 1. Ce trou dans le bloc cylindre signifie qu'il n'est pas récupérable. Nous allons avoir besoin d'un nouveau bloc. Et il est pratiquement impossible d'avoir un nouveau bloc. Alors, nous allons avoir besoin d'un nouveau moteur. Ce modèle de RS6 n'est pas disponible aux États-Unis. Ce qui rend impossible la recherche d'un moteur pour ce modèle. Je sais que ce moteur n'est pas seulement utilisé dans la RS6, mais aussi dans la S6, la RS7, la Lamborghini Urus et la Bentley Continental GT. L'option la moins chère, même si je pense qu'elles sont toutes identiques, est celle que j'ai trouvée pour une RS7. J'ai donc acheté le moteur d'occasion et l'ai fait livrer à l'unité de Freddy. Dites bonjour à mon moteur Audi RS7 d'occasion flambant neuf, qui n'a soi-disant que 45 000 km au compteur, et à première vue, c'est exactement la même chose que ce moteur-là. Mais je pense que nous le découvrirons lorsque nous mettrons ce moteur dans la voiture et que s'il ne fonctionne pas, nous devrons le faire fonctionner. Avant de commencer à installer le nouveau moteur dans la voiture, nous devons d'abord changer quelques éléments. En commençant par l'alternateur de l'ancien moteur. C'est le premier alternateur que je vois qui est refroidi par le liquide de refroidissement. Oh! Ce doit être l'alternateur le plus lourd du monde entier. Maintenant que l'alternateur est démonté, je peux commencer à le monter sur le nouveau moteur de la RS7. J'espère vraiment que ce moteur va fonctionner dans la RS6. Il ne me reste plus qu'à démonter le tendeur pour pouvoir installer la courroie. Si vous deviez le faire, avec le moteur en place, que Dieu vous aide. Ensuite, nous essayons de retirer le moteur et la boîte de vitesse du châssis. Je vais défaire ce boulon, qui est le boulon du support moteur, qui est la seule chose qui relie le sous-châssis au moteur. Une fois que j'aurai défait ce boulon des deux côtés, nous devrions pouvoir soulever le moteur et la boîte de vitesse pour les dégager du sous-châssis. Et c'est exactement ce que nous avons fait. Maintenant, nous avons donc l'ancien moteur et la boîte de vitesse sur la grue, le sous-châssis au sol, que je prépare pour le moteur RS7. Et nous avons la RS6 qui fait pas le figure là-bas. La boîte de vitesse est équipée d'un convertisseur de couple. On doit déconnecter le convertisseur de couple du volant d'inertie. Sinon, tu verses toute l'huile sur le sol. Il y en a partout. Il y a généralement un petit trou d'accès sous la boîte de vitesse, où vous pouvez accéder au boulon du convertisseur de couple. Un boulon. Vous devez ensuite continuer à tourner la boîte de vitesse pour atteindre chaque boulon du convertisseur de couple. Une fois tous ces boulons retirés, vous pouvez commencer à retirer les boulons du carter d'embrayage qui relie la boîte de vitesse au moteur. Il y a beaucoup de ces boulons, et il aurait été pratiquement impossible de le faire dans la voiture. Il faut démonter le moteur de démarrage. Mais pour le démonter, il faut démonter un support de moteur. Ce moteur n'a absolument pas été conçu pour être travaillé dessus. Le dernier élément qui le maintient en place est bien sûr le moteur de démarrage. Ce support de montage du moteur doit être dégagé, et nous pouvons alors atteindre les deux boulons qui maintiennent le moteur du démarreur. Ouais! Oh! Ouais, tire dessus. Ouais! Regardez cette arme absolue. C'est une énorme boîte de vitesse, avec un convertisseur de couple et non un embrayage. Vous vous êtes déjà demandé pourquoi les RS6 sont si lourdes? Regardez ce gros éléphant qui est la boîte de vitesse. Et ce devrait être tout. Il ne me reste plus qu'à boulonner l'ancienne boîte de vitesse au nouveau moteur RS7 et à fixer le tout sur le châssis. Nous avons alors découvert un problème de taille. J'ai vraiment tout gâché. Et c'est une bonne chose que nous l'ayons remarqué à temps. Vous savez donc qu'il s'agit d'un moteur d'Audi RS7, conduite à gauche, et notre RS6 se conduit à droite. On pourrait penser qu'il n'y a pas de différence. Mais nous avons déjà remarqué quelque chose de différent, et ce n'est pas bon. Ce câblage, ici, se trouve sur le côté gauche. Et si vous venez avec moi, sur les voitures de conduite à droite, la boîte à fusibles se trouve ici, le CU se trouve ici. Et la boîte à air et tout ce qui concerne les ventilateurs se trouve tous sur le côté droit de la voiture.
Et sur une voiture à conduite à gauche, tout cela se trouve ici. Le CU et la boîte de fusible se trouvent donc ici. Ce qui signifie que sur une voiture à conduite à gauche, tout ce câblage est plus court, car il ne doit aller que de ce côté de la voiture. Alors que sur la voiture à conduite à droite, regardez comme c'est plus long. Regardez-moi ça. Il est incroyablement long, de sorte qu'il peut s'étendre jusqu'à l'arrière du moteur et y pénétrer. Nous avons réfléchi toute la nuit à ce que nous allions en faire, parce que il semble facile de débrancher toutes les fiches. Chaque fiche et de l'enlever. Et ce n'est pas si facile. Il sera très long de débrancher tout le faisceau de câbles et de le remettre en place là-bas. Je peux pas croire que je n'y ai pas pensé plus tôt. Nous devons commencer par débrancher tous les fils de cette partie et l'enlever, puis débrancher toutes les fils de cette partie et l'éteindre. C'est pas bon. À ce stade, je commence à penser qu'il aurait été plus judicieux de renvoyer la voiture chez elle pour la faire réparer. Mais j'ai passé tant de temps et d'efforts à reconstruire cette voiture et à l'envoyer aux États-Unis pour qu'elle abandonne dès son premier trajet. Je ne peux pas abandonner maintenant. Je suis déterminé à faire face à ce problème. Nous avons finalement retiré le faisceau électrique complet du moteur à conduite à droite. Il était ensuite temps de passer au moteur de la RS7 à conduite à gauche et de retirer tous les câbles. N'oubliez pas que lorsque nous commençons à réinstaller tous les fils, si nous oublions une seule prise, il faudra peut-être démonter tout le moteur pour tout rebrancher à nouveau. Si vous remarquez bien, j'ai enlevé le collecteur d'admission pour pouvoir débrancher les injecteurs. Le grand moment, nous n'avons pas le droit à l'erreur. Vas-y. Si. Non. Si. Le faisceau de câblage le plus court est enlevé. Techniquement, une RS6 avec conduite à gauche est plus légère qu'une RS6 avec conduite à droite, même si elle n'est pas disponible dans cette version. Ah oui, vous pouvez avoir une RS6 avec conduite à gauche, je crois. Regardez ça. Tout ce qu'il nous reste à faire maintenant, c'est de connecter cette monstruosité à ce moteur. Apparemment, les bougies d'allumage de série ont tendance, en particulier sur les moteurs réglés, à casser leur pointe, ce qui est arrivé à la mienne. Donc, nous n'avons pas pris de risque. Nous avons acheté des bougies NGK en état de marche et nous allons les installer à la place. Car si vous pensez que nous avons tiré les leçons de l'absence de réglage de la voiture, eh bien, vous vous trompez. Parce que juste après ça, il est possible qu'on doive la régler. Ouais, c'est vrai. Nous allons devoir faire régler la voiture à nouveau, mais cette fois-ci en Floride, pour qu'elle puisse fonctionner avec le carburant américain. Sinon, il va se passer la même chose que la dernière fois. Les nouvelles bougies d'allumage Iridium devraient être à la hauteur. Il est temps de procéder au câblage. Je n'ose même pas imaginer le temps que ça va prendre. C'est parti! Sur ce moteur, il y a des capteurs de partout. Et on ne peut pas se permettre d'oublier une seule prise. J'ai commencé à tout brancher par le haut et je suis descendu petit à petit jusqu'au collecteur d'admission. Le câblage est conçu de telle manière que si vous vous trompez, une fiche n'atteindra pas l'endroit où elle est censée aller. Il faut donc que tout soit absolument parfait. Et une fois que la majeure partie du câblage est en place, je peux commencer à installer les conduites d'air conditionné. Beaucoup de choses doivent être mises en place à ce stade, car il est très difficile d'accéder au moteur une fois qu'il est dans la voiture. Une fois que tout cela est réglé, il faut aller chercher le sous-châssis avant et le glisser sous le moteur, afin de pouvoir abaisser le moteur sur le châssis. Nous essayons d'aligner ce boulon sur le montage du moteur avec le support du montage du moteur sur le côté du moteur. De cette façon, nous pouvons insérer le boulon et le moteur sera fixé au sous-châssis avant. Ensuite, l'éléphant qu'est la boîte de vitesse. Le petit boulon du convertisseur de couple doit être glissé dans ce trou du volant moteur. Et cette boîte de vitesse est vraiment lourde à tirer. Là encore, il s'agit d'une autre étape essentielle que nous devons parfaitement aligner. Une fois que c'est fait, nous pouvons serrer tous les boulons du carter d'embrayage pour tirer la boîte de vitesse vers le moteur. Ensuite, mon père va installer les arbres de transmission avant sur le côté de la boîte de vitesse pendant que je suis à l'arrière du moteur en train d'installer les tuyaux de descente. Il y a une dernière chose que je voulais vérifier avant d'installer ce moteur, et cette boîte de vitesse dans la voiture. Et pour ce faire, je vais devoir faire appel à Audi. Votre appel est enregistré à des fins de qualité. Merci d'avoir appelé Audi North Orlando où nous célébrons la saison des ventes Audi. Comment puis-je vous aider aujourd'hui? Bonjour, j'ai une Audi RS7 et
Je crois que la RS7 a dû faire face à un rappel à un moment donné. Et je me demande simplement si, en vous donnant le numéro d'identification du véhicule, vous pourrez voir si cet Audi a fait l'objet d'un rappel pour ce filtre. Si c'est possible. J'essaye de savoir si la gaz à huile de l'alimentation en huile du turbo a été changée. Il s'agit d'un rappel sur tous les moteurs RS6, ce que nous n'avons pas réussi à faire sur le nôtre. Et la dernière chose que je dois faire est de mettre ce moteur en place sans faire le travail, car il est plus facile de le faire avec le moteur enlevé. Je ne pourrai voir que s'il y a un rappel actif. Ouais, ce serait parfait. Ouais, ce serait parfait. Je peux voir ça, d'accord. Ouais. Donnez-moi juste un instant. Il n'y a pas de rappel en cours pour cette RS7. Il semble que tous les rappels soient actuellement clos sur ce véhicule. Il n'y a donc pas de rappel en cours. Oh, parfait. Merci. D'accord, merci pour tout, merci. De rien. Au revoir. Je vous souhaite une excellente journée. Bye. Donc, selon Orlando, Florida, le rappel a été effectué. On fait confiance, je ne sais pas. C'est un travail considérable, mais il y a de fortes chances que le rappel ait déjà eu lieu, car c'était il y a très longtemps. On prend le risque. Tout le monde va dire, je sais que tout le monde va dire ne prends pas de risque, mais je pense que nous allons prendre le risque. S'il y avait eu le rappel, il y aurait eu une mention en suspens. Je pense qu'il y aurait eu cette mention. Tant que tu gardes l'huile fraîche, tout va bien. Ouais, je pense que ouais. Nous allons donc l'envoyer et commencer à remonter le moteur. Un grand moment! Il va rentrer. Il s'agit de placer le moteur et la boîte de vitesse sur un transpalette sous la voiture. Puis d'abaisser la voiture sur le châssis. Et vous pouvez voir à quel point l'écart est serré ici. Je sais que beaucoup d'entre vous auraient aimé pouvoir transformer le moteur de cette voiture, mais il y a à peine assez de place pour le moteur de série. Et si vous devez convertir un moteur, c'est forcément pour en avoir un plus gros, n'est-ce pas? Une fois la voiture abaissée, nous pourrons commencer à poser les boulons du sous-châssis. Ces boulons vont tout maintenir pour que nous puissions soulever la voiture sur la rampe et connecter la colonne de direction à la crémaillère. C'est ce que mon père est en train de faire en ce moment. Freddy est de retour. Bonjour. Et ce n'est pas parce qu'il a quelque chose d'autre à faire ou quoi que ce soit d'autre, il a décidé de nous aider dans cette tâche. Freddy va donc s'attaquer au refroidisseur d'huile, parce que, je vais le laisser dire pourquoi. La raison pour laquelle je veux retirer le refroidisseur d'huile est que le moteur a explosé. Ouais, c'était très mauvais. Ouais, et lorsque cela se produit, une grande quantité de métal se retrouve là où ça ne devrait pas aller. Généralement l'huile, et on doit s'assurer que tous les passages d'huile et autres sont exempts de tous ces... c'est comme des paillettes de striptease. Ouais. Je veux dire, t'es allé à Vegas? Il est allé à Vegas et il est revenu avec des paillettes. Alors ouais, c'est parti, on y va. Freddy a raison. Les débris présents dans l'huile et contenus dans le refroidisseur d'huile risquent peut-être de se retrouver dans le nouveau moteur. Freddy a donc sorti le refroidisseur d'huile et l'a lavé sous pression. Puis il a utilisé de l'air comprimé pour expulser l'eau restante. Un dicton américain dit « C'est assez bon pour ceux à qui c'est destiné ». Nous pensons qu'il est judicieux, et étant donné que nous pensons que le carburant était à l'origine du problème sur le dernier moteur, d'évacuer tout ce très mauvais carburant. Et pour ce faire, on va mettre le contact, la pompe à carburant s'amorcera, et nous allons la laisser s'écouler. Et si ça ne fonctionne pas, alors nous espérons pouvoir alimenter le relais de carburant que nous ne trouvons pas. Oh, ça gicle! Il est toujours là. Lorsque vous mettez le contact, la pompe à carburant n'est activée que pendant quelques secondes. Nous devons donc trouver le relais de carburant afin de pouvoir l'alimenter directement. Et pour ce faire, nous retirons les relais et mettons le contact pour voir si la pompe à carburant s'amorce. Et si ce n'est pas le cas, nous savons que nous avons trouvé le bon relais. Non? Non, on a trouvé le bon relais! Ouais. Donc celui-ci, c'est le bon relais, celui-là, là. Donc le plan maintenant, c'est d'alimenter directement le relais. Et pour ce faire, nous avons utilisé une sonde électrique. Elle enverra 12 volts directement à l'endroit où le relais aurait dû se trouver pour amorcer la pompe de façon permanente. Oh ouais! Oh non! Mais là encore, ça ne l'a fait que pendant quelques secondes avant de s'éteindre. Et cela prendrait des siècles pour vider un réservoir de carburant plein. Nous avons donc besoin d'une autre solution. Le calculateur est déconnecté. Pouvons-nous obtenir un flux constant de carburant? À action! Nous avons pensé que l'ECU l'empêchait de s'amorcer de manière consistante. Mais ce n'était pas le cas. Nous avons donc dû passer au plan B. Je suis allé à l'arrière de la voiture jusqu'au bouchon de remplissage pour voir si nous pouvions réduire la quantité de carburant de cette façon. Mais une valve l'empêchait de fonctionner, alors je me suis installé à l'intérieur. Si tu peux alimenter la pompe à carburant basse pression, ça devrait recevoir un flux constant de carburant. Parce que, au moment où nous essayons d'alimenter le relais de carburant, il ne l'alimente que pendant 2 secondes environ. Et il va nous falloir une éternité pour vider un réservoir plein.
La voilà! On doit déterminer lequel des deux est le plus puissant. J'ai enlevé le connecteur et mon père a mis le contact. Ensuite, j'ai essayé de déterminer lequel des fils était le fil 12 volts, qui alimente la pompe à carburant basse pression. Mais je n'en ai trouvé aucun qui soit de 12 volts. Et je ne voulais pas risquer d'alimenter le mauvais et de faire sauter quelque chose. C'est ainsi qu'est né le plan C. La solution consistait à enlever le filtre à carburant et à faire sortir le carburant du réservoir par siphonnage. Oh mon Dieu! Oh non! Oh mon Dieu! Oh, c'est pas vrai! Oh, c'est de la folie! Cet atelier est hautement inflammable. C'est clair! On va pas pouvoir l'attraper avec un seul seau. On aura besoin de 2 seaux. C'est si grave que ça? Ouais, c'est assez grave. C'est assez grave, ouais. Nous avons laissé une grande partie du carburant s'écouler, mais une fois qu'il est descendu dans le réservoir, nous avons dû siphonner le reste. Mon père a donc pris un tuyau, l'a rempli de carburant et l'a inséré dans le réservoir qui se trouve derrière les sièges avant. Ensuite, vous pouvez relâcher l'une des extrémités et le siphon devrait commencer à évacuer le reste du carburant. Et pendant que j'attendais que tout le carburant sorte, j'ai décidé de monter les étriers de frein. Il est temps d'appliquer tous les fluides maintenant que nous sommes sur le point de démarrer. Et Matt voulait mettre la main à la pâte Et j'ai déjà cassé quelque mais chose. il a déjà cassé quelque chose. Il a enlevé le filtre à huile. Juste ici. Oh, c'est bien! Ok, J'aurais dû porter des gants. on change le filtre à huile. Je le retire. Retire-le. Faut qu'il y ait un clic. Ouais, il y a eu un clic. Ouais. Allez, on y va. Matt a continué à installer le filtre à huile. Et une fois celui-ci installé, nous pouvons ajouter de l'huile. Nous allons ajouter au moteur 8,7 litres. Et c'est ici qu'on va découvrir si tout a été bien fait, parce qu'il pourrait y avoir de l'huile sur le sol. Vous remarquerez peut-être que nous mettons de l'huile Valvoline. C'est parce que nous sommes désormais partenaires de Valvoline, ce qui est une excellente chose. Prochaine étape, le carburant. Et nous voulons du bon produit. Oh. Hey, vous savez quoi? Toutes ces discussions sur les liquides me donnent faim et soif. T'as apporté un Y-Food? Ce serait une très bonne idée, en fait, car Y-Food ne ferait pas qu'étancher ma soif. Elle me couperait également l'appétit, car il s'agit d'une boisson de remplacement de repas. Mais malheureusement, j'ai laissé mon Y-Food à la maison, qui aurait été si bon en ce moment, parce qu'il est riche en protéines, en fibres, sans lactose, sans gluten, et surtout, sans sucre ajouté, tout comme ce carburant. Ne buvez pas de carburant. Y-Food n'est pas une boisson diététique, ce n'est pas une boisson protéinée. Ça remplace simplement un repas au cours de la journée. Et vous pouvez choisir parmi une multitude de saveurs différentes. Voici la préférée de mon père. Happy Banana. Parce que tu es un homme heureux? Ouais. Et Y-Food peut convenir à tout le monde, parce qu'il propose des options végétaliennes. Et de plus, la bouteille Y-Food est 100% recyclable. Ce qui signifie que vous ne nuisez pas à la Terre. Contrairement à mon V8. Si comme moi, vous êtes constamment en déplacement et que vous vous contentez de manger un fast-food à l'heure du déjeuner, pourquoi ne pas essayer Y-Food? Y-Food propose actuellement une vente exclusive de 20%, qui ne durera que 3 jours, avec une réduction de 20%. Alors si vous voulez essayer Y-Food par vous-même, si vous souhaitez améliorer votre santé pour la nouvelle année, vous pouvez le faire en cliquant sur le lien dans la description. Vous y trouverez votre saveur préférée et un code de réduction qui ne dure que 3 jours, soit 20% de réduction. Allez vous procurer Y-Food et dites-moi que vous n'avez pas aimé. Il ne reste plus qu'à monter les derniers éléments sur la voiture avant de pouvoir la démarrer. Le bloc radiateur avant qui contient l'intercooleur et le radiateur de refroidissement. Nous allons ensuite raccorder autant de connexions électriques que possible afin d'éviter qu'ils n'émettent des codes lorsque nous démarrerons. Ensuite, c'est le liquide de refroidissement. Et encore, le liquide de refroidissement Valvoline. Et nous vérifions juste en dessous pour voir s'il n'y a pas de fuite. Mais tout va bien. Et je pense que nous sommes prêts pour le premier démarrage du moteur de la RS7. Il n'y a pas de pot d'échappement, donc ce sera bruyant. Il n'y a pas d'arbre de transmission, ce qui fait que les roues arrière ne seront pas alimentées. Mais nous devrions en avoir assez pour voir si un moteur RS7 fonctionne sur une Audi RS6. Avec un faisceau de câbles différents. Nous avons laissé une chose débranchée maintenant. Je ne sais vraiment pas ce que nous allons faire. Ok, on y va. Voici le grand moment. Cela fonctionnera-t-il?
Non? T'appuies sur le frein et tu démarres. Mais il ne semblait pas vouloir s'allumer. Ok. Il faut peut-être mettre le lecteur de code et effacer les codes. Parce que si le démarreur a tourné la dernière fois alors que le moteur était grippé, il y a peut-être un dispositif de sécurité qui l'empêche de tourner. Je sais qu'il y a un fusible pyro sous le tableau de bord. Oh, C'est probablement ça. Ça y ressemble beaucoup. espérons que ce ne sera pas le cas. Donc nous pensons que si nous connectons le lecteur de code et que nous scannons les codes pour les effacer tous, nous devrions être en mesure de démarrer la voiture parce qu'elle penserait qu'il n'y a aucun problème. J'ai également vérifié en dessous toutes les connexions allant à la boîte de vitesse, au démarreur et à tout ce qui était nécessaire au démarrage de la voiture. Et j'ai également vérifié les fusibles du démarreur. Et tout était bon. Quoi? Il s'agit littéralement d'un fil détaché. Mais mon père a trouvé un fil détaché. Ouais, je m'en souviens. Ah, maintenant tu t'en souviens. Vous êtes prêts? Ouais, vas-y. Allons-y! C'est assez silencieux. Oh, ça fonctionne toujours pas. C'est écrit démarrage du moteur. Tout va bien ici. Mais rien ne va là-bas. Le démarreur ne s'est certainement pas cassé. Mais ça aurait pu être le cas, parce que nous avons essayé de démarrer la voiture alors que le moteur était grippé. Nous allons donc à nouveau scanner les codes. Le démarreur ne tourne pas, blocage mécanique ou dysfonctionnement électrique. On peut faire deux choses. La première est d'essayer d'introduire un fil ici et de mesurer qu'on obtient bien une tension là où on devrait l'obtenir. Et si c'est pas le cas, ça veut dire qu'il s'agit peut-être d'un fusible ou autre chose. Et la deuxième, c'est qu'il faudrait peut-être démonter le moteur pour obtenir... Je plaisante un peu, mais je ne plaisante pas à 90%. On devra peut-être le démonter. J'ai vérifié que toutes les connexions étaient bien sur le démarreur. Que s'est-il passé? Je pense que la prise est branchée. Ce qui n'est pas une bonne nouvelle. Non. Freddy a ensuite essayé la bonne vieille technique de taper sur le démarreur. Pour voir s'il le faisait démarrer. Là, non. Mais ça n'a pas fonctionné. Le fil du démarreur est ce faisceau de câbles ici. Ce que nous allons faire, c'est alimenter le moteur depuis le haut du moteur jusqu'au moteur de démarrage. Et si le démarreur s'enclenche, nous savons que il s'agit d'autre chose. Si ce n'est pas le cas, il s'agit d'un problème de démarreur. La sonde d'alimentation est donc à nouveau utilisée. Nous allons envoyer 12 volts directement au solénoïde du moteur du démarreur. Voyons si nous pouvons l'entendre s'engager. Mais nous n'avons rien entendu. Il se peut donc que le démarreur soit défectueux. Ce qui n'est pas du tout une bonne nouvelle. Maintenant, nous savons que ce que nous pourrions faire, c'est vérifier s'il y a de La puissance. la puissance. Ouais. Lorsque vous appuyez sur la touche. Ouais. Ouais, il reçoit le signal. Il reçoit le signal de démarrage. Donc, ça reçoit un signal au solénoïde. Mais le solénoïde ne fait rien. Il est mort. Le solénoïde est mort. Vous savez, j'aime la Floride. Mais j'aimerais beaucoup pouvoir la parcourir au volant de ma propre voiture. Et le pire dans toute cette histoire, c'est que le démarreur n'est pas facile à changer. Le démarreur est ici. Et ce qu'il fait, c'est qu'il engage les dents et fait tourner le moteur. Ici, il y a un autre boulon qui va dans cette direction. Et un autre boulon qui va où? Il passe par ici. Et dans la boîte de vitesse. Il se trouve ici en bas. Ok, et il entre dans la boîte de vitesse. Ces deux boulons seront premièrement difficiles à atteindre, et deuxièmement, c'est que le moteur du démarreur est gros comme ça. Donc pour le sortir et passer un support de moteur, ça va être un autre défi. Et il faudra ensuite trouver un autre démarreur pour le remplacer. Nous nous sommes donc rendus à Lake County Heroes, le seul endroit que je connaisse en Floride qui travaille sur les voitures européennes autres qu'Audi. Je suis allé voir s'ils avaient un démarreur en stock et quel était le délai de remplacement d'un démarreur. Assemblage du moteur de démarrage. Oh, 9h30. 9h30 ? Et ce avec le moteur déjà démonté. Le mode d'emploi. Voilà, monsieur. Merci beaucoup. Donc on ne l'a pas réservé, mais on a reçu le mode d'emploi pour le faire nous-mêmes.
Ouais. Nous sommes donc engagés dans une course contre la montre. La durée annoncée par Audi est de 9 heures pour le remplacement du démarreur. Et nous pensons pouvoir l'égaler. J'arrive au boulon supérieur du démarreur que nous pouvons voir ici et pour lequel j'ai dû grimper sur le moteur. Nous allons ensuite soutenir le moteur à l'aide de ce gros support rouge, qui nous permettra de déconnecter le sous-châssis de la partie inférieure du moteur, ce que nous sommes en train de faire. Une fois que nous avons desserré les boulons du sous-châssis, nous pouvons desserrer le support du moteur et la fixation du support du moteur. Et cela devrait nous donner suffisamment d'espace pour accéder au moteur du démarreur. Si. Un grand moment. Un grand moment. Le moteur du démarreur retiré, nous voulions donc être sûrs à 100% qu'il s'agissait du problème. Freddy a donc amené une batterie pour que nous puissions l'alimenter directement. Ouais, il y a une étincelle, mais rien. Le démarreur est donc mort. C'est une bonne chose. Il semble qu'il est brûlé lorsque nous avons essayé d'allumer le moteur grippé. Freddy a ensuite voulu tester le solénoïde pour voir si lui aussi était cassé. Il y a quelque chose, mais je sais pas ce que c'est. Tout est mort. Tout est mort. C'est bien, tu l'as cassé. Cool. 600 $ plus tard, nous avons réussi à trouver un moteur de démarrage provenant d'une S6. Ça devrait être la même chose, mais il semble légèrement différent, ce qui nous inquiète un peu. Vous voyez cette partie en haut? Un peu plus long, un peu plus court. Nous pensons que cela va fonctionner. J'imaginerais pas qu'ils construisent quelque chose d'aussi proche et que ce soit pas le même. Je suppose qu'on le découvrira lorsque nous l'équiperons. Il nous reste maintenant l'horrible tâche de 4 heures pour installer techniquement cette boîte. Mettons ça en place et j'espère vraiment que ça va marcher. Donc nous avons un nouveau moteur de démarrage. Oui, il s'agit d'un modèle reconditionné, et oui, il provient d'une S6. Mais pour l'instant, nous n'avons pas vraiment le choix. Il est pratiquement identique, donc je ne vois pas pourquoi il ne fonctionnerait pas. Maintenant, je l'installe, je mets le support du moteur en place, puis le support du moteur. Puis j'utilise une petite caméra pour indiquer à mon père où placer sa main pour visser le boulon de la partie supérieure du démarreur. Ensuite, nous pourrons commencer à boulonner tout le sous-châssis au châssis. Grand moment numéro 2. Cette fois, ça va marcher. La deuxième fois, la chance nous sourit. Il faut que je croise tout. Ok, on est parti. Go. Ouais. Ça a marché. Oh. Ouais, la première. Ouais, le premier essai. fois. Trop bien. Ouais. Oh, j'y crois pas. Et y a pas de fuite. Qu'est-ce que c'est que ça? T'as mis de l'huile? Ouais, il y a de l'huile dedans. Ok, bien, bien. Oh, ça sent bon. Ah, c'est super. Oh. Donc il semble qu'un moteur de RS7 fonctionne dans une RS6. Mais est-ce le cas? Qu'est-ce que ça dit? J'ai un voyant EPC. Pourquoi il y a un voyant EPC? Le voyant EPC mettait la voiture en mode limp, ce qui signifie que vous ne pouvez pas la faire tourner à plus de 5000 tours minute. J'ai donc scanné les codes pour savoir pourquoi les volets de commande du collecteur d'admission sont bloqués en ouverture et fermeture. Tu sais ce que c'est, non? C'est des petites vannes papillons, comme des vannes papillons secondaires. Ça ressemble à des corps papillons. Ils sont si difficiles d'accès. Quoi? T'es en train de me dire qu'il y a quelque chose de difficile à atteindre sur cette voiture? La voiture est maintenant en mode limp, parce que la valve de contrôle du collecteur d'admission est bloquée en étant ouverte d'un côté et fermée de l'autre. Et devinez quoi? Regardez-là, regardez ce qu'ils font. Ils ouvrent et ferment le collecteur d'admission, et ils sont sur un petit joint à rotule ici. Et il vient de se détacher sur celui-ci, ce qui me fait dire que sur ce moteur, ils se sont détachés. Et ce que je préfère vraiment dans tout ça, c'est qu'ils sont si difficiles d'accès. Mais après quelques recherches, et en utilisant à nouveau cette petite caméra, j'ai pu voir que la rotule était sur l'actionneur et que ses volets sont contrôlés par le vide. Nous avons donc aspiré notre propre vide et il ne s'ouvrait toujours pas. Après quelques recherches, j'ai appris une mauvaise nouvelle. Le problème que nous avons, c'est que ces volets qui s'ouvrent lors d'un démarrage à froid, comme ça, sont coincés. Et qu'ils sont coincés du côté où j'ai retiré le collecteur d'admission.
Et ce que nous sommes censés faire, c'est que lorsque vous le repoussez sur le moteur, si tu regardes en bas, Matt, vous pouvez voir ces petits volets papillons ici. Et si j'appuie sur ce bouton, les volets papillons interfèrent avec les volets d'échappement. Il faut donc pousser le collecteur d'admission avec les volets ouverts. Sinon, il se heurte aux volets, ici. C'est ce que je n'ai pas fait. C'est donc pour ça qu'ils sont bloqués. C'est pourquoi on pense qu'ils sont bloqués. Et pour pouvoir atteindre ça, c'est très difficile. C'est très difficile. Très difficile. Sors le moteur! Sors le moteur! Sors le moteur! Je pense qu'il faudra peut-être le ressortir. Freddy avait raison. Il fallait qu'il ressorte. Parce qu'il était très difficile d'y accéder. Mais comme nous sommes devenus des experts en matière de démontage du moteur, nous l'avons sorti assez rapidement. Espérons que c'est là le problème. Une fois le moteur sorti, je peux commencer à déboulonner le collecteur d'admission et l'écarter du moteur. Voici la raison pour laquelle nous sommes coincés. Parce que si vous le mettez comme ça, il se heurte à ces rabats ici. Il faut donc que je le pousse vers le bas pour qu'il reste en place. Que je le mette en place et qu'il s'abaisse sur ses rabats. Et c'est la raison pour laquelle j'ai dû démonter le moteur. Je n'ai jamais rencontré quelque chose de semblable auparavant. Peut-être que c'est seulement sur le moteur Audi, mais il semble fou que vous deviez faire une telle chose pour remettre le collecteur d'admission en place. Nous devons maintenant nous assurer qu'il fonctionne réellement. Les volets devraient s'ouvrir et se fermer et être entièrement mobiles. Ainsi, à la minute où on aspire le vide, il devrait être ouvert. Et ce que nous allons faire, c'est enlever le vide et on devrait entendre... T'es prêt? Ouais. Ouais. Ça l'a fait? Ouais. C'est vrai? Ouais, ça a fonctionné. Oh mon Dieu. Ok, si c'est la seule chose qu'on devait faire, ce moteur peut être remis en place. On le remet en place et on va conduire en Floride, cette fois-ci, pour de vrai. Rendez-vous lorsque ce moteur sera à nouveau en place. Nous y voilà. S'il te plaît. S'il te plaît. Le voyant EPC était toujours présent. Et le véhicule était toujours en mode limp. Et le pire dans tout ça est que nous avions les mêmes codes d'erreur que ceux que nous avions auparavant. Même code. Tu sais, je pense que si tu retires le moteur, ça résoudra le problème. Jamais 203, non? C'est la même chose. C'est exactement la même chose. C'est exactement la même chose. Je peux pas faire ça. Je peux pas faire ça. Oh non. Le fait est que nous pouvons déconnecter le vide et faire que les deux soient en position fermée. Mais lorsque nous connectons le vide, ils restent tous les deux bloqués en position ouverte. Les vannes fonctionnent donc, mais pourquoi disent-elles qu'elles sont bloquées en position fermée ou ouverte? Il y a quelque chose qui ne les contrôle pas. Ça doit être un solénoïde. Le solénoïde contrôlait la dépression qui alimentait les volets. Mais après avoir examiné le moteur et testé tout ce qui s'y trouvait, tout semblait aller bien. Mais mon père a eu une dernière idée. Il y a une dernière chose que mon père vient de mentionner et qui pourrait être une possibilité. Voyons. Ceci est une sorte d'offre de blocage du vide, qui est censé aller dans cette partie du solénoïde. Le solénoïde permet à l'air de le traverser ou d'arrêter de le traverser. Le solénoïde est chargé de laisser passer le vide pour ouvrir et fermer les volets. Le problème est que mon père pense qu'il a peut-être bouché l'offre de blocage sur le tuyau inférieur ici. Il a donc interverti ces deux éléments, ce qui lui permet de bloquer le vide de ce côté, et celui-ci ne fait rien. Il ne fait rien du tout. C'est comme si ces deux-là étaient inversés. Donc, on va voir ce qui se passe si nous les inversons, parce qu'il pense qu'il s'est peut-être trompé, et on va voir ce qui se passe. Cette histoire de vide est un cauchemar.
Nous avons réussi à atteindre la conduite d'aspiration et à l'inverser avec le moteur dans la voiture. J'ai alors pris l'hôtel, j'ai annulé tous les anciens codes et j'ai redémarré. Ça marche? Oh non! C'était ça! C'était ça! Ouais! Et tu sais de quel côté il se trouvait? Du côté de ton père. Donc, nous avons tous les deux fait des erreurs. Mais il n'y a pas de voyant EPC ni de mode limp. Ouais. On a réussi à sortir une RS6 du mode limp. Il ne restait plus qu'à boulonner l'ensemble et je pouvais enfin rouler sur les routes de Floride pour la première fois. Après l'avoir assemblée, il était prévu de la conduire sur la route. Mais ça n'a malheureusement pas été le cas. Qu'est-ce qui s'est passé? Elle démarre pas? Non. Il a indiqué démarrage du moteur, mais ça démarre pas. Tu plaisantes? Non. Il est 2 h du matin, on n'a pas besoin de ce genre de blague. Non, je plaisante pas, regarde. Je vais l'éteindre au cas où ça brûlerait le démarreur. C'est pourtant le démarreur. La batterie est déchargée? J'ai retiré le chargeur de la batterie. Faut pas crier victoire trop tôt. La batterie est déchargée? Non. Non, la batterie est pas déchargée. Mais ça fait même pas le bruit sur le démarreur. Ce qui s'est passé lorsque le démarreur a été cassé. Ouais, c'est vrai. Ce démarreur n'aura duré que quelques tours. Pour l'amour du ciel. J'ai enlevé tous les voyants et tout le reste. Je voulais être sûr à 100% que ce n'était pas la batterie. J'ai donc mis un bloc de démarrage et j'ai réessayé. Mais le démarreur reconditionné a-t-il déjà rendu l'âme? Ça fonctionnait il y a 1 minute. Mais oui, il fonctionnait littéralement avant que je remette tout ça en place. Ça dit quoi? Démarrage. Je t'ai dit que c'était le démarreur. Non, pas question. C'est une plaisanterie. C'est une plaisanterie. Le démarreur ne tourne pas, blocage mécanique ou dysfonctionnement électrique. Ça aurait été tellement bon. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Si vous l'avez appréciée autant que moi, likez cette vidéo. Et s'il vous plaît, abonnez-vous. Je sais pas ce qu'on va faire. Rendez-vous dans la prochaine vidéo. Peace out. Nous sommes vraiment tous, honnêtement, nous sommes tous incrédules. Et les gens vont penser que tout ça, c'est de la comédie. C'est très probable. Il est 2h40. 2h40 du matin. Est-ce que ça saigne? Est-ce que ça saigne? Mes yeux saignent, oui.